souvent la concurrence est décriée. Par exemple, on dit voilà, la concurrence entre universités, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que ça crée du stress, parce que parce que les gens passent leur temps à se comparer aux autres au lieu de coopérer avec les autres, parce que la concurrence détruit la coopération, parce qu'elle elle vous amène à chercher le profit immédiat au détriment peut-être d'investissements de plus long terme. Enfin, il y a eu comme ça, on a beaucoup décrié la concurrence comme étant source de stress, source d'inégalité, source de destruction d'emplois, Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses justes dans ce qui est dénoncé, mais disons que moi l'idée c'est de dire voilà, la concurrence est également quand même une grande source d'innovation et de croissance. Et même s'il faut, voilà, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une politique industrielle, qu'il ne faut pas eh bien, préparer les gens pour pour pouvoir disons, jouer la concurrence de bonne manière. Donc la concurrence est une force très positive, mais évidemment, il faut avoir des institutions, une action de l'État qui fasse qu'on puisse en tirer le meilleur parti. C'est un lien un petit peu complexe parce qu'effectivement, il y avait cette idée un peu donc l'idée schumpeterienne, que les rentes de monopole motivent les innovations. Et on a toujours l'idée, évidemment, que la concurrence réduit les rentes de monopole. C'est une des conséquences de la concurrence. Donc certains se sont dit, voilà, la politique de la concurrence peut aller à l'encontre de la politique d'innovation, parce que voilà, elle réduit les rentes qui motivent l'innovation. Et en fait, je vais expliquer dans ma conférence qu'en fait, les choses sont plus compliquées, et qu'en fait, justement, la concurrence incite à l'innovation pour échapper à la concurrence, justement. On innove pour échapper à la concurrence. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont dit, alors il y a d'autres qui ont reconnu que la concurrence était très importante, et au nom de la concurrence, ils ont dit, à ce moment-là, il faut éviter les politiques de brevets, puisque le brevet, c'est pour garantir des rentes de monopole, et donc ça va contre la concurrence. Donc il y a l'autre extrême qui est de dire, il n'y a que la concurrence, et il ne faut rien d'autre que la concurrence. Et là, je vais également montrer que cette vision-là n'est pas juste, quoi. Il y a encore une autre chose, c'est de dire, comme je crois dans la concurrence, je ne crois pas dans la politique industrielle qui réduit la concurrence. Alors c'est vrai qu'une certaine manière de faire de la politique industrielle, les grands champions par exemple, ça a tendance à biaiser la concurrence. Mais il y a peut-être une manière de réconcilier la politique industrielle et la politique de concurrence. Donc voilà un petit peu les thèmes. Bon, il y a d'autres thèmes, et de dire, voilà, est-ce que la concurrence est forcément quelque chose qui est source d'inégalité? Et je vais expliquer qu'en fait, elle peut être au contraire source de mobilité sociale et pour peu qu'on mette en place les bonnes institutions. C'est vrai que l'innovation, les innovateurs potentiels recherchent des rentes de monopole. Mais toute la difficulté, c'est qu'effectivement, il faut leur garantir des rentes pendant un certain temps, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit au détriment des futurs innovateurs. Donc, donc l'État a un rôle à jouer là, c'est-à-dire que l'État doit à la fois garantir qu'il y ait une récompense à l'innovation, mais en même temps que cette récompense ne se fasse pas trop au détriment des futurs innovateurs. Donc là, il y a une contradiction qu'il faut en fait réguler. Donc si on a un rôle pour la régulation, je pense que ça c'est un rôle très important. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, même si c'est la rente de monopole qui motive l'innovation, c'est très important que la concurrence pour ceux qui n'innovent pas rende le fait de ne pas innover d'autant moins attractif. C'est-à-dire que souvent on a tendance à s'endormir sur ses lauriers. La concurrence fait que ne pas innover est quelque chose de plus en plus difficile à supporter, quoi. Donc on innove pour pouvoir faire mieux que les autres et avoir justement une rente de monopole. Parce qu'en général, la concurrence est particulièrement forte entre des gens qui ont les mêmes technologies. Par exemple, si j'ai une meilleure technologie que vous, la concurrence, au contraire, va être bonne pour moi. Si j'ai la même technologie que vous, la concurrence sera mauvaise pour tous les deux. Elle va réduire nos rentes. Donc l'idée, c'est que la concurrence, en fait, elle incite chacun de nous à innover pour pouvoir justement avoir un avantage de coût, un avantage de qualité sur l'autre, qui fait que du coup, on profite de la concurrence au lieu d'en pâtir. Voilà, donc ça c'est toute l'idée. Donc en fait, on a besoin de politiques de brevets pour garantir les rentes de monopole, pour ne pas être imité tout de suite, mais on a en même temps besoin d'une politique de concurrence pour garantir que si on n'innove pas, eh bien on le paye plus cher, quoi, quelque part. Et donc il y a une complémentarité entre politique de la concurrence et politique des brevets, et c'est pas des politiques qui sont antinomiques l'une de l'autre en fait, contrairement à ce que certains ont pensé.
Et la politique industrielle, c'est vrai, je crois que l'idée c'est d'aider des secteurs, mais effectivement il faut aider des secteurs d'une manière qui préserve la concurrence au sein des secteurs. Donc au lieu d'aider une seule firme, vous aidez plusieurs firmes, vous dites toute firme dans ce secteur sera aidée par exemple. Et donc c'est très important que la politique de la concurrence et la politique industrielle soient menées ensemble. Et voilà, ça c'est pour pouvoir justement à la fois. Alors pourquoi il faut faire des aides sectorielles? Il y a des raisons pour des aides sectorielles, parce qu'il y a ce qu'on appelle des externalités. Par exemple, il y a en développant certains secteurs, ça aide à développer des secteurs voisins de ces secteurs-là. Les entreprises privées n'internalisent pas pleinement ces externalités. Puis ils ont des contraintes de crédit aussi qui les empêchent de... C'est-à-dire que leurs créanciers n'internalisent pas non plus ces externalités. Donc là, il peut y avoir un rôle pour des politiques sectorielles, mais il faut que ces politiques sectorielles ne se fassent pas au détriment de la concurrence. Et il y avait ce qu'on appelait l'État-providence. Il y avait l'État des Trente Glorieuses. L'État des Trente Glorieuses, c'était un monde d'une économie de rattrapage. On était en rattrapage. Et l'économie de rattrapage, c'est une économie où en fait, il y a des grosses entreprises. Il y a plein d'emplois pratiquement. Donc la politique industrielle, c'est d'aider les grands champions, c'est d'avoir des entreprises nationalisées. La politique macroéconomique, c'était une gestion par la demande. Une gestion keynésienne. On faisait de la relance par la demande quand il y avait répression, et puis on augmentait les taux d'intérêt quand ça repartait trop vite. Et puis, la politique sociale, c'était une politique de compléter les petits salaires, puisqu'il n'y avait pas de problème de chômage. Mais maintenant, on est passé à un stade où c'est l'innovation qui tire la croissance. Et l'innovation, ça veut dire qu'il y a création et destruction d'entreprises tout le temps. Donc, en fait, le rôle de l'État change. D'abord, nationaliser, c'est plus très important, puisque maintenant, il y a sans arrêt des nouvelles entreprises qui sont créées. Donc la nationalisation n'a plus tellement d'intérêt. On ne peut plus faire la politique industrielle comme avant. Et la concurrence joue un rôle beaucoup plus important. Donc maintenant, la concurrence est importante et donc il faut réconcilier concurrence et politique industrielle. Donc ça, c'est la première chose, c'est le volet politique industrielle. Politique macroéconomique, on est dans un monde ouvert. Donc le keynésien, la gestion par la demande, ça ne suffit pas, puisque si on fait une relance de la consommation, les gens vont consommer des produits étrangers essentiellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, mais ça veut dire surtout qu'il faut agir du côté de l'offre, c'est-à-dire permettre aux entreprises innovantes de pouvoir maintenir leurs investissements de recherche-développement le long du cycle économique. Et puis, sur le plan social, il faut gérer les créations et destructions d'emplois. Donc, il faut avoir des politiques de formation et de permettre aux gens de rebondir d'un emploi à un autre. Donc, c'est un rôle très différent de l'État. Alors maintenant, face au fait de passer d'une économie de l'innovation et à un cadre mondialisé, une des réponses a été la réponse ultralibérale, c'est-à-dire l'État doit se retirer simplement. Il doit se cantonner à ses fonctions régaliennes de maintien de l'ordre et le reste, il doit tout laisser au secteur privé. Mais ça, c'est pas une politique qui est valable parce que tout ce qui est éducation, politique industrielle, il y a d'énormes externalités dans l'éducation que les gens n'internalisent pas. Quand je m'éduque, ça profite à mes enfants, ça profite aux gens qui travaillent avec moi. Je peux avoir des contraintes de crédit qui m'empêchent d'emprunter pour pouvoir avoir une bonne éducation. Très important que l'État intervienne pour financer l'éducation primaire, secondaire et aussi l'éducation supérieure qui est tellement importante. Donc ça, c'est un domaine crucial. L'autre, c'est la politique industrielle, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des fois des investissements sectoriels à faire et là, l'État doit intervenir parce qu'il y a des externalités sectorielles. Développer un secteur porteur peut avoir des grandes externalités que chaque entreprise individuelle n'internalise pas. Donc il faut que l'État intervienne dans ces domaines. Donc le premier rôle de l'État, c'est d'investir. Éducation, politique industrielle, etc. Deuxième rôle, c'est de réguler, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de maintenir leurs investissements innovants le long du cycle économique, donc d'avoir ce qu'on appelle les politiques contracycliques, c'est-à-dire que j'emprunte en récession et je rembourse en expansion pour pouvoir maintenir ces investissements. Et puis il faut que l'État ait aussi une politique redistributive, c'est-à-dire qu'il faut que la croissance inclue les gens, on appelle inclusive en anglais, parce que si les gens se sentent sur le bord de la route, eh bien, voilà, vous n'arrivez pas à avoir le consensus nécessaire pour que tout le monde participe au processus de croissance. Alors la chose très importante, c'est que on doit faire des investissements de croissance, et c'est le dernier point dont je vais parler, mais on est en période où il faut réduire les déficits budgétaires. Donc l'État ne peut pas investir partout. L'État doit faire des choix. Il doit faire ce qu'on appelle des ciblages horizontaux. Il doit dire éducation, politique industrielle, politique de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on appelle des ciblages horizontaux, parce que ça concerne tous les secteurs, mais ça concerne différents leviers, si vous voulez. Mais il doit aussi s'attaquer à des secteurs porteurs. Par exemple, le numérique, les énergies vertes, etc. Et donc, mais l'État doit être sélectif. Comme l'État doit être sélectif, il faut la démocratie. Parce que sinon, vous dites, je cible mes investissements, ça va être les petits copains.
Le ciblage va devenir synonyme de copinage. Pour que ça ne soit pas le cas, il faut la vraie démocratie. La démocratie, ça veut dire d'abord qu'il y ait des médias indépendants pour dénoncer, disons, toute collusion, toute connivence, d'accord. D'avoir une justice indépendante, très important. Par exemple, dans les pays scandinaves, le procureur de Stockholm en Suède n'est pas nommé par le ministre de la Justice suédois. Troisièmement, c'est très important d'avoir évaluation des politiques publiques. C'est très important. Et donc la plupart des grands pays industriels ont des systèmes d'évaluation des politiques publiques. Je crois que ça, c'est fondamental pour garantir que le ciblage va être vraiment efficace et que les politiques seront jugées et que les investissements qui ne sont pas rentables ne seront pas renouvelés. Donc ça, je crois que voilà, ça c'est le dernier volet. Donc si vous voulez, le levier, il faut investir, réguler et redistribuer. Mais je crois que les leviers pour jouer ce rôle-là, c'est le levier. Donc il y a le levier de la démocratie, et puis il y a le levier fiscal, évidemment, qui est de dire, voilà, il faut que j'ai un système fiscal qui soit à la fois, qui remplit trois rôles, c'est-à-dire qui permet d'une certaine redistribution, pour qu'il y ait quand même une cohésion de la société, qui en même temps permette de financer les investissements dont je viens de parler, et qui en même temps ne décourage pas l'innovation. Et donc, quand on pense révolution fiscale, il faut penser à une révolution fiscale qui remplisse ces trois objectifs. Malheureusement, en France, d'autres qui ont écrit sur la révolution fiscale, que je ne nommerai pas, se sont uniquement cantonnés sur la redistribution. Ils ont totalement ignoré le fait qu'il fallait financer des investissements de croissance ou qu'il ne fallait pas décourager l'innovation. Et je pense que les trois sont importants, ce qu'ont fait les pays scandinaves.